Est-ce qu'un mot, une simple idée, pourrait être plus réel que l'objet qu'il décrit? Ça a l'air un peu tordu comme question, et pourtant, elle est au cœur de l'une des plus grandes batailles intellectuelles du Moyen Âge, la querelle des universels, un débat qui, vous allez le voir, touche au fondement même de notre perception du monde. Et tout commence avec cette interrogation, posée au IIIe siècle par un philosophe du nom de Porphyre. Une phrase en apparence toute simple, mais qui va allumer une mèche. Et l'incendie intellectuel qui va suivre durera plus de 1000 ans. Voilà le cœur du mystère, c'est ça le problème des universels. Autrement dit, quand on parle de l'humanité, avec un grand H, est-ce que cette humanité existe quelque part comme une entité réelle, ou est-ce que c'est juste un mot bien pratique pour désigner Paul, Jacques et tous les autres êtres humains individuels? Alors, pour bien comprendre comment cette simple question a pu provoquer un tel tumulte, il faut faire un petit bond en arrière. Bien avant le Moyen Âge, en fait. Les racines de cette querelle, elles plongent directement dans la philosophie de la Grèce antique. Donc, cette fameuse question de Porphyre, elle a sommeillé pendant des siècles, patiemment transmise de traduction en traduction. Et puis au XIIe siècle, dans les nouvelles universités qui fleurissent un peu partout en Europe, elle trouve enfin un terrain fertile. Et là, c'est l'explosion. Le débat devient l'un des sujets les plus chauds de l'époque. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord. Un universel, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est très simple. C'est juste un terme général qui permet de regrouper plein de choses individuelles. Chaise, planète, être humain, tout ça, ce sont des universels. La grande question, c'est de savoir si ces étiquettes correspondent à quelque chose de réel. Et pour répondre à cette fameuse question, deux camps vont se former et s'affronter sans merci sur un véritable champ de bataille philosophique. D'un côté, les réalistes, de l'autre, les nominalistes. Alors, pour les réalistes, c'est clair. Les universels, comme l'humanité, sont des entités bien réelles, qui existent indépendamment de nous. Et pour les nominalistes, pas du tout. Eux, ils disent que seules les choses individuelles sont réelles. Les universels, ce ne sont que des noms, des mots, des étiquettes que notre esprit utilise. Et dans ce camp des nominalistes, il y a une figure qui va vraiment marquer les esprits par sa position, disons, radicale. C'est Rosselin de Compiègne. Pour Rosselin, la position est extrême, vraiment. Les universels, ce ne sont même pas des concepts dans notre tête, non, ce sont juste des flatus vocis de simples émissions de voix. Autrement dit, le mot humain, ce n'est rien de plus qu'une vibration de l'air produite par nos cordes vocales. C'est tout. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est une discussion de philosophes un peu abstraite. Mais en fait, pas du tout. Les enjeux sont absolument énormes, parce que cette idée a des conséquences théologiques directes, et notamment sur le dogme de la Trinité. Si seuls les individus sont réels, comme le dit Rosselin, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois individus distincts, et donc trois dieux. Et ça, à l'époque, c'est une hérésie pure et simple. La querelle va faire rage comme ça pendant 2 siècles de débats acharnés, jusqu'à ce qu'un logicien anglais entre en scène et porte un coup qui s'avérera décisif. Son nom, Guillaume d'Occam, et c'est un penseur redoutable, un logicien hors pair. Il va s'attaquer à la forteresse réaliste, non pas avec des grandes envolées lyriques, mais avec une arme bien plus tranchante, la logique pure. L'argument d'Occam est d'une simplicité désarmante. Suivons-le. Il dit, ok, supposons que les réalistes aient raison. L'humanité est une chose unique et réelle. D'accord. Mais alors, cette chose unique doit être entièrement présente en Socrate et en même temps entièrement présente en Platon. Et là, ça coince. C'est logiquement impossible. Une seule et même chose ne peut pas être à deux endroits différents en même temps. La conclusion est donc implacable, la prémisse de départ est fausse. Et cette façon de raisonner, de tailler dans le vif pour éliminer les hypothèses inutiles, c'est ce qu'on a appelé le rasoir d'Occam. Son principe est célèbre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Inutile de multiplier les entités sans nécessité. Si on peut expliquer le monde sans inventer des universels réels, alors faisons-le. Donc, la conclusion d'Occam, c'est que les universels ne sont pas des choses qui existent dans le monde. Ce sont des outils de l'esprit, des signes mentaux, des concepts qui nous permettent de classer, de ranger, bref, de penser le monde des individus qui nous entourent. Ils sont indispensables à la pensée, mais ils n'ont aucune réalité en dehors d'elle. On pourrait croire que le coup d'Occam a mis tout le monde KO et que l'histoire s'arrête là. Sa vision a en effet largement triomphé, mais en réalité la querelle n'a jamais vraiment cessé. Elle s'est simplement transformée et ses échos résonnent encore très fort aujourd'hui. C'est exactement ce que souligne l'historien de la philosophie Alain de Libera. Il décrit ce débat comme un condensateur d'innovation, une sorte de carrefour intellectuel qui a carrément pavé la route pour la pensée moderne. Et cet impact, on le voit partout. Cette querelle a jeté les bases de la philosophie du langage,
de l'empirisme, et elle se poursuit aujourd'hui sans qu'on s'en rende toujours compte. Quand des biologistes débattent pour savoir ce qu'est une espèce, ou quand des politiciens parlent du peuple ou de l'État, eh bien, ils marchent dans les pas d'Occam et de ses adversaires. Et c'est peut-être ça le plus grand héritage de ce mystère médiéval. Il nous force à nous interroger sur la nature même de nos concepts les plus chers. La prochaine fois qu'on entendra parler de justice, de liberté ou de nation, on pourra se poser la question, est-ce qu'on parle d'une chose qui existe réellement ou d'une idée puissante, d'un outil de l'esprit ? 7 siècles plus tard, la querelle, elle, est loin d'être terminée.